Elle se servit, et tout le monde fit de même, la complimentant. La soupe était délicieuse. On leur en servit une deuxième fois, et le jeune homme mangea beaucoup. Le jeune homme était maintenant confortablement installé, sec et propre, elle avait même mis une paire de chaussures. Les deux femmes firent la vaisselle, qui devait être faite à l'évier. Puis elles s'assirent dans le salon. On s'organise, demanda l'homme. On doit passer la nuit ici. J'ai vu que sur le lit de Z, il y a 2 matelas superposés. Celui du bas est propre. On peut le mettre ici dans le salon, dans ce coin, pour que la mère et la fille puissent dormir. J'ai vu une couverture qu'on peut poser par terre pour que la fille puisse dormir. Je vais m'allonger de ce côté par terre et le garçon peut aussi s'allonger ici. Je dormirai dans la chambre, décida l'homme. Je vais retourner le matelas et dormir dans le lit du mort. Si tout le monde est d'accord, bien sûr. Tu peux. Ça ne te dérange pas de dormir là? Demanda la fille. Bien sûr que non. J'ai dormi dans des endroits pires, dit l'homme. Voyons voir ce qu'il y a dans la chambre, suggéra l'homme. Je l'ai déjà vu, dit l'homme. Il y a peu de choses. Je suis allé chercher des vêtements. Ils y sont allés tous les 3, les 2 hommes et la fille. Mila est resté assis près de sa fille. Ils sont vite revenus et l'homme a informé et montré, il y a une radio à pile. Dès qu'il pleut beaucoup, la transmission radio s'arrête. Je vais l'allumer et voir si ça marche. L'homme alluma la radio, et effectivement, elle ne transmettait rien. On la laisse ici? Décida l'homme. Quand il arrêtera de pleuvoir, on pourra certainement l'allumer, et on aura les nouvelles locales. L'homme apporta alors le matelas et dit, maintenant, empilons la table et les chaises dans la cuisine. On devrait laisser un passage pour aller aux toilettes. Ils emportèrent la table et les chaises dans la cuisine. Ils posèrent le matelas par terre. La fillette y déposa un drap propre. À côté du matelas, elle déposa la couverture pliée. Toi, maman, dors ici sur le matelas avec ta fille, dit la fillette. Le drap est propre pour servir d'oreiller. La fillette peut utiliser son mouchoir pour poser un de ses vêtements contre sa tête. On devrait tous dormir avec les vêtements qu'on porte. La lampe que l'homme a allumée devrait être accrochée ici. On ne la prendra que si on doit aller à la latina. Et je resterai ici, près du matelas. L'homme dormira là. On lui apportera cet autre drap et une serviette. C'est tout ce qu'on a. Tout le monde est d'accord? Demanda l'homme. Oui, je suis d'accord, dit Mila. La fillette s'assit sur le matelas. Elle jouait avec sa poupée et son ours en peluche. Elle est toujours comme ça, silencieuse. La fillette voulait savoir. Oui, mais je crois qu'elle est fatiguée, expliqua sa mère. Nous le sommes tous. Le fait est que nous sommes à l'abri dans une maison. La maison de quelqu'un d'autre est celle du mort. Nous sommes tous les 5 dans le pétrin, conclut la fille. Oui, je crois, acquiesça l'homme. 5, s'exclama le garçon. Mais je ne pense pas que cela veuille dire quoi que ce soit. Quelqu'un a fait le coup avant notre arrivée. C'est difficile, observa la fille. Quand on l'a trouvé, il était mort depuis peu. Rappelle-leur que le poêle était allumé. Que insinues-tu? Que c'est l'un d'eux nous qui a fait ça? Demanda le garçon. Je n'insinue rien. Je pense juste qu'on a des ennuis, répondit la fille. Il vaut mieux que tu emmènes la fille aux toilettes, maman. Elle a sommeil, observa l'homme. C'est Mila qui l'a fait et qui a ensuite installé sa fille sur le matelas. Je ne connais personne, dit le garçon. C'est mieux comme ça, conclut l'homme. Vu les circonstances, mieux vaut ne connaître le nom de personne. Je serai l'homme, toi le garçon, elle la fille, et elles deux, mère et fille. Mila se tourna vers sa fille et expliqua, jouons à un jeu amusant. Personne ne peut dire son nom. À la fin, nous devrons deviner le nom de l'autre. Celui qui devine correctement gagne, compris, ma fille? Tu ne peux pas dire ton nom ni le mien. Je comprends. Je suis doué à ce jeu. Je suis sûr de gagner, dit la fille. La petite fille s'allongea dans un coin, adossée au mur, son ours en peluche servant d'oreiller. Mila prit un de ses pantalons comme oreiller. Elles restèrent toutes les 4 assises là où elles allaient dormir. Le garçon se leva. La fille pria à voix haute, et tout le monde fit de même. Elle s'endormit bientôt. On a voyagé toute la journée, on s'est levé tôt, expliqua la mère. Maintenant que la fille dort, dit l'homme, le mieux est de ne connaître le nom de personne. Je crois qu'on a des ennuis.
En fait, on est 5, mais il y a un homme mort qui, tout porte à croire, a été assassiné. Ils lui ont coupé la veine du cou. La Farah était près du corps, et on l'a laissé avec lui. On a bien fait. On ne peut pas sortir d'ici avec autant de pluie et les crues des rivières. Des gens ont dû mourir dans cet accident. L'important maintenant, c'est qu'on se respecte, qu'on essaie de rester ici du mieux qu'on peut, et qu'on ne le dise pas à la fille, qui est trop jeune pour ce problème. Il n'y a pas qu'elle qui est fatiguée. On l'est tous. Allons aux latrines, puis on s'allongera et on essaiera de dormir. Tu es sûr, mec? Demanda le jeune homme, et il le lui raconta. J'ai vu le poulailler ouvert. Les poules sont en liberté, il y a peut-être des œufs. Il y a des fruits dans le verger et des légumes dans le jardin. Il y a aussi des tiges de maïs vertes et bonnes à manger. Demain, je mettrai les vieux vêtements du propriétaire et nous apporterai à manger. Je dormirai dans la chambre, j'ai retourné le matelas et il y a un oreiller. Le mieux est de se respecter mutuellement et d'essayer de dormir et de se reposer. Ils allèrent à la salle de bain et fermèrent les portes et les 2 fenêtres, l'une du salon et l'autre de la chambre. L'homme plaça des chaises contre les portes, tamisa la lampe, puis la replaça comme d'habitude. Ils s'allongèrent tous. « Ne t'inquiète pas, » dit doucement la fille à Mila. « Je prendrai soin de vous deux. » Mila ne savait pas si ce que la fille avait dit était bon ou non. « Bonne nuit » souhaitèrent-ils tous les 4. Ils se turent, si bien que la pluie se fit entendre davantage, continuant comme toute la journée, de plus en plus dense et fine. Mila pria pour être protégée. « Moi ici avec un meurtrier, aidez-moi, mon Dieu. » Et, subrepticement, elle observa ses compagnons. L'homme devait avoir une 40aine d'années. Il était de taille moyenne, blanc, bronzé par le travail au soleil. Ses mains étaient calleuses. D'un air honnête, elle le trouvait quelqu'un de bien qui souffrait. Puis elle regarda la fille à côté d'elle. Elle était grande, presque 1,80 mètres. Ses cheveux étaient très courts, elle était forte, ses manières étaient impolies, mais elle semblait honnête et souffrante. Bien qu'il ne puisse pas voir le jeune homme, Milo l'analysa. C'est encore quelqu'un qui souffre, du moins c'est ce que je sens. Il a la peau claire, les cheveux et les yeux bruns. Il ne semble pas très bien élevé. Malheureusement, l'un d'eux pourrait être un meurtrier. Je ne peux pas oublier que quelqu'un ici a tué le propriétaire de la maison. Un mobile? Il doit y en avoir un. L'homme analysa également les colocataires. Le jeune homme est étrange. Pourquoi est-il ici? Il est différent. Est-ce que je le vois comme ça, ou est-il vraiment différent? Mieux vaut le surveiller. Il a des manières étranges, mais je me sens blessé. Je ressens de la douleur quand quelqu'un est blessé. Est-ce parce que je le suis? La jeune femme a des manières très masculines, n'a pas l'air d'une femme, est grande, forte et en même temps attentionnée envers les autres. Sa fille est une jolie petite fille, très sage, gentille et brune. Son père est peut-être blanc. Sa mère est noire et a un beau sourire, même si elle vient à peine de sourire. Elle est de taille moyenne, de poids normal et semble travailler dur. Le jeune homme n'analysait personne, s'efforçait de ne penser à rien et de dormir. Il avait trop de mal à remarquer les autres. La jeune femme, en revanche, essayait de comprendre ses compagnons. Il conclut, cet homme doit être honnête. Nous l'avons élu chef, peut-être parce qu'il est plus âgé. Il est blessé. Il a dû lui arriver quelque chose de grave. Le jeune homme a un secret qui ne peut être bon à rien. Il doit prendre soin de lui, se faire soigner les dents. Il a un trou au front, des marques, des cicatrices de blessures, et il est amical. La mère semble la plus désorientée, une personne qui ne sait pas quoi faire. Elle est noire, une belle femme. Elle ne devrait ni se teindre les cheveux ni les lisser. Ses cheveux épais sont si beaux. Peut-être que le lissage les a décolorés, puis elle les a teints en noir. Les cheveux de la fille sont courts, très courts. Si elle les laissait pousser, ils seraient magnifiques avec des boucles. La mère et la fille ont aussi besoin de se faire soigner les dents. Mais quelqu'un a été assassiné. Suis-je avec un meurtrier? Je ne veux pas y penser. Le bruit rythmé de la pluie sur le toit et leur épuisement les bercèrent. On aurait dit qu'ils avaient un plan. Ils se réveillèrent tous ensemble, se levèrent, et la fille demanda « Maman, j'ai faim. Je veux aller aux toilettes. Je peux prendre une douche? Je crois que je vais prendre une douche. » La mère ne répondit pas. Mila emmena sa fille aux toilettes. La fille retira le matelas,
la couverture et tout ce qu'ils avaient posé par terre et les déposa sur le lit dans la chambre. L'homme ralluma le feu, fit bouillir de l'eau et dit « On a du café, on va le préparer et le manger avec les biscuits. » Moi, décida l'homme, je vais mettre de vieux vêtements du hangar, et moi seul. C'est pour éviter de mouiller les autres. Je vais au jardin. Je vais chercher des épis de maïs à cuire et à manger. Je vais voir ce qu'il y a par ici. Mila alla à la cuisine et prépara du café, qui était délicieux. Elle trouva une boîte de lait en poudre à moitié vide. Ils décidèrent que le lait serait réservé à la petite fille, à leur fille. Après avoir bu son café, l'homme alla au jardin et en sortit quelques légumes. Il les apportait, et quelqu'un les cueillait sur le porche. Il a sorti beaucoup d'épis de maïs, a récupéré du bois de chauffage et a dit « Le poulailler est ouvert. J'ai vu du maïs égrené dans une boîte dans cette pièce. J'ai jeté du maïs dans le poulailler. Je m'occuperai des petits animaux, mais une fois libres, ils trouveront de quoi manger. Maintenant, je vais essayer de trouver F, qui se promenait autour de la maison, et il a trouvé plusieurs œufs. Il a ensuite réussi à attraper une poule, l'a tuer, l'a nettoyer, puis s'est lavé dans l'évier et a remis les vêtements secs qu'il portait auparavant. Tout le monde l'a remercié, et il était heureux. Ils ont joué avec la fille, ont fait cuire le maïs et l'ont mangé. Mila, avec l'aide de la fille, a préparé de quoi manger pour le déjeuner. La pluie a continué, mais plus faible. Ils ont mangé du riz, des haricots, de la salade et du poulet aux légumes pour le déjeuner. Après le déjeuner, ils sont restés au salon. Un immense merci à tous les membres de la chaîne. Que Dieu vous en donne encore beaucoup plus. Et à tous ceux qui commentent, partagent et aiment. Votre soutien est mon plus grand encouragement. Cela contribue au développement de la chaîne et permet à ces vidéos de toucher davantage de personnes. La gratitude est la voie de l'évolution. Chapitre 3. Conversation. Ils s'assirent sur des chaises et regardèrent la pluie, qui diminuait et devenait moins forte. La femme donna à la jeune fille des feuilles blanches et des marqueurs, et commença à dessiner avec elle. Mieux vaut parler, le temps passe plus vite comme ça, suggéra l'homme. On lui dit ce qu'on est venu faire ici? Autrement dit, qu'est-ce qu'on allait faire pour être ici? Je vais te dire ce que j'allais faire pour être ici, chez Fezadi, et tu fais pareil? Tu es d'accord? Demanda l'homme. Moi, dit l'homme, j'étais allé dans une ville près de celle-ci, juste après la petite rivière, devenue un grand ruisseau avec la crue. Ma famille et mes frères et sœurs étaient partis. Mes parents étaient morts. La visite n'avait pas fonctionné, et je rentrais. J'ai traversé la rivière sur la passerelle. J'avais peur. L'eau était très forte, et le courant était fort. Je suis allé au port de ferry, ou à l'escale, et j'ai appris qu'ils avaient cessé leur voyage. J'ai fait le tour, je suis allé à l'auberge, et j'ai réalisé qu'il n'y avait aucun endroit où s'abriter. Je me suis souvenu d'avoir vu une petite maison sur la route et j'ai décidé d'y retourner pour demander un abri. J'étais, comme vous l'avez vu, trempé et affamé. C'est là que j'ai rencontré la fille. Peu après, la mère et la fille sont arrivées, puis l'homme. Tu es allé rendre visite à ta famille et tu n'as pas pris de vêtements de rechange? A demandé la fille. C'est ça? A répondu l'homme, c'est Tanki. Et toi, ma fille, que fais-tu par ici? Je suis venu comme entraîneur de volley-ball, avec ta fille. C'est tout. Il fallait que je descende du bateau à ce moment-là, que j'aille dans la petite ville, que je prenne un bus et que je me rende dans une autre ville, où j'avais été embauché par le maire pour enseigner le volley-ball aux jeunes et entraîner des équipes masculines et féminines. J'étais en route. Je suis descendu du bateau, j'ai vu la mère et la fille. J'ai marché sur le chemin boueux, car la pluie ne cessait pas. Arrivé au pont, j'ai bien regardé et j'ai réalisé qu'il était impossible de traverser. J'ai décidé de faire demi-tour. Je me dirigeais vers l'embarcadère, mais j'ai vu cette maison et j'ai décidé de me mettre à l'abri. Nous sommes arrivés pratiquement en même temps. Le jeune homme et moi nous sommes rencontrés sur le porche. Il essorait sa chemise. Je crois qu'il avait déjà essoré son pantalon. Nous avons applaudi, mais rien. La porte était ouverte et nous sommes entrés. Vous êtes bientôt arrivés. Je suis allé au pont. Mila voulait comprendre. J'ai vu l'homme, et il est revenu avant moi. Mais je ne vous ai pas croisé, jeune fille, ni à l'aller ni au retour. S'il m'avait précédé, il est revenu aussi. Nous n'étions pas censés nous rencontrer. J'ai suivi la route, expliqua la jeune femme, jusqu'au pont,
puis je suis retourné à travers le champ. Je voulais éviter la boue. Je ne vous ai vu ni personne d'autre. Je faisais attention où je mettais les pieds. Et vous, jeune homme? La jeune femme termina son explication et lui demanda « Que faites-vous ici avec autant de pluie ?» Je savais qu'il allait pleuvoir, mais pas autant. Cette averse a pris tout le monde par surprise, répondit l'homme, expliquant que j'habitais près de la petite ville et de l'autre ville de l'autre côté de la rivière. Je prendrais le bateau ou le ferry, comme beaucoup ici appellent ce bateau. Quand j'ai dépassé la petite rivière, le niveau était déjà élevé, mais je n'avais pas encore franchi le pont ni la passerelle. Je suis allé à la station-service ou à l'arrêt et j'ai appris que les ferries suspendaient la circulation jusqu'à ce que la pluie cesse et que le niveau de la rivière baisse légèrement. Ils ont dit que lorsque la circulation reprendrait, ils l'annonceraient à la radio et actionneraient une sirène pour que tout le monde l'entende. Ça arrive vraiment. J'ai été attentif et je n'ai rien entendu. Tu n'as pas dit ce que tu allais faire, a rappelé la femme. Et dans une ville de l'autre côté de la rivière pour m'occuper de quelque chose, c'est pour ça que je n'ai qu'un sac à dos, a précisé l'homme. Tu habites dans le coin. Je connaissais le propriétaire de la maison. A-t-il de la famille, des enfants ou quelqu'un d'autre? A voulu savoir Mila. Je connaissais Eddie, José Diogo, tout le monde, parce qu'ils le connaissent de vue. Il va généralement au village, celui à côté de Riosino, pour acheter des choses et en emmener d'autres pour les vendre. Je ne pense pas qu'il ait d'amis. Il a toujours été quelqu'un d'étrange. Il ne parle pas beaucoup, il n'a pas de famille. On dit qu'il est venu de loin il y a quelque temps. Je crois qu'il doit avoir 40 ans. Z a acheté ce terrain, qui est sans papier, c'est-à-dire sans propriétaire, sans titre de propriété, et il vivait seul. Je n'ai jamais su qu'il avait quelqu'un ici avec lui, qu'il avait un petit ami ou quelque chose comme ça. Zadie n'a définitivement personne. Ah! Mila soupira de soulagement. Tout le monde la regarda, et elle expliqua. Comme ça, personne ne souffrira de sa mort. Tu as raison, acquiesça la fille. Elle se souvenait de sa mère. Tu me manques, maman. Que ferait une femme avec une petite fille dans cet endroit reculé, c'est-à-dire ici? Moi, Miletou, finit-elle par me le dire. Je venais de loin. J'ai voyagé en bus pendant 6 heures. J'ai dormi dans un hôtel en ville, puis j'ai pris le bateau. J'ai été surpris par la pluie et encore plus par les commentaires des passagers. Je n'ai pas vu la femme qui prétendait m'avoir vu. Je pense que c'était parce que j'étais tendu, attentif à ma fille. C'est la seule que j'ai. Sur le bateau, j'ai acheté des sacs plastiques que j'ai mis dans ma valise, mon sac à dos et à nos pieds. J'ai acheté des imperméables et des parapluies. C'était cher. J'ai une carte. J'avais mémorisé l'itinéraire, suivre la route, passer une maison sur la gauche et continuer à marcher jusqu'au pont sur la petite rivière. C'était difficile. Je ne pouvais pas traîner ma valise, car j'avais des sacs pour la protéger de l'eau, ni la pousser avec les roues. Je ne pourrais certainement pas les utiliser à cause de la boue. Nous avons marché lentement. J'avais très peur, mais je n'ai pas vu d'autre choix que de continuer. Quelqu'un m'attendait de l'autre côté du pont. Je suis passé devant cette petite maison et j'ai décidé de demander si j'étais vraiment sur le bon chemin. Du balcon, j'ai applaudi et crié. J'ai vu la porte ouverte d'environ 25 cm, j'ai jeté un coup d'œil, je n'ai vu personne et j'ai continué mon chemin. Ma fille était fatiguée. Comme vous pouvez le voir, elle est très sage, mais elle se plaignait d'être fatiguée, et nous avons dû marcher prudemment pour éviter de glisser. Nous avons longé le bord herbeux de la route, mais c'était glissant. J'ai été terrifié en voyant les eaux violentes de la rivière recouvrir le trottoir. J'ai regardé attentivement et je n'ai pas vu la personne qui était censée m'attendre de l'autre côté. Puis je l'ai vue, interrompit l'homme. Elle l'était, continua la mère. L'homme m'a conseillé de repartir. C'est ce que j'ai fait. Quand j'ai revu cette petite maison, j'ai décidé de me mettre à l'abri, au moins pour quelques heures, car j'étais trop fatigué avec ma lourde valise, et ma fille aussi. Je t'ai trouvé ici. J'espère que la pluie cessera. Tu ne m'as pas dit pourquoi tu avais tant voyagé, observa l'homme. Après tout, que faisais-tu ici? Où allais-tu? J'allais passer près de la petite rivière et rencontrer un homme, répondit Mila. J'ai été seul longtemps. Ma vie est dure. J'ai rencontré cet homme. Il avait l'air bien. Il m'a donné de l'argent pour venir, et je suis venu. Maman, tu es insensée. Tu as critiqué la fille. Tu as rencontré un homme et tu t'es lancé à sa poursuite.
Et dans ce coin du monde, il ne faut pas critiquer, rétorqua l'homme. Tu es aussi dans ce coin du monde à cause d'un travail dont tu ignores même l'existence. Qui était cette personne qu'elle allait rencontrer? L'homme curieux voulut savoir. Séraphim. Mila donna son nom complet. Quoi? Grand Dieu. Quoi? L'homme sursauta. Mon Dieu. Pourquoi une telle surprise? Le connais-tu? Demanda la jeune fille. Oui. L'homme resta laconique. La jeune fille s'endormit dans les bras de la jeune fille. Le jeune homme alla dans la chambre, prit le matelas et quitta le coin. Il déposa le matelas et le drap, et la jeune fille dérangea la jeune fille qui dormait paisiblement. Ils se rassemblèrent tous les quatre, rapprochant leurs chaises. Mila fut également surprise par la réaction de l'homme et demanda « Mec, explique-moi ta réaction, pourquoi es-tu si surpris? Je n'ai eu qu'un seul homme, et notre relation n'a pas fonctionné, mais j'ai eu ma fille. Ensuite, j'ai eu 2 petits amis sans importance. J'ai rencontré Séraphim dans une boulangerie en allant acheter du pain. On a discuté. Il était respectueux et poli. On sortait tous les jours quand il était en ville. Il a rencontré ma fille et elle lui a plu. Il a dit qu'il était célibataire, qu'il vivait seul dans une ferme. Il m'a invité. Puis il a insisté pour venir chez lui. Séraphim a dû rentrer, et j'ai accepté de venir plus tard. On a planifié, et j'ai fini par venir. En fait, dans ma tête, je ne pensais pas que ce serait si loin, ni que ce serait si difficile d'y arriver. Tu es arrivé au mauvais moment, l'interrompit l'homme. Sans autant de pluie, l'endroit est magnifique. C'est une zone rurale avec des petites villes comme partout ailleurs. Y a-t-il des écoles dans le coin? Demanda Mila. Je veux que ma fille aille à l'école. Oui, on y va. Elle a répondu, l'école primaire, pour les enfants de 4 ans. Il y a un minibus qui transporte les élèves de la région. De la campagne à la ville. Mais pourquoi as-tu eu peur en entendant le nom de Séraphim? Tu ne le lui as pas encore dit, lui a rappelé la fille. Tu ferais mieux, maman. Quand l'homme l'a appris, il a décidé de le lui dire. Séraphim a une ferme près de la ville. Ce n'est pas mon voisin, mais par ici, les fermes sont proches et tout le monde se connaît. Il est honnête, il travaille dans sa ferme. Sa maison est un peu mieux que celle-ci, peut-être un peu plus grande, mais comme toutes les autres de la région, elle n'a ni tout à l'égout, ni eau courante, ni électricité. Je pense, maman, que ces commodités auxquelles tu es habituée vont certainement te manquer. Je n'ai même pas vu de latrine. En fait, on a entendu dire que Séraphim était parti en voyage. Il a dit qu'il était allé rendre visite à une tante. Il a 2 sœurs ici, mais elles ne sont pas proches. J'ai été surpris, car Séraphim est trop vieux pour toi, et il ne se fixe avec aucune femme. En fait, je crois qu'il est célibataire, sans enfant. Il prend une femme chez lui, et je crois que celle qui est restée le plus longtemps est restée 2 ans. Elles partent. Oh mon Dieu! A dit le jeune homme. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce type? Ils ont commenté. L'homme a continué à dire qu'il était dégoûtant, sale, qu'il n'aimait pas les bains, qu'il faisait travailler sa femme beaucoup, qu'il ne leur donnait pas d'argent et qu'il ne les laissait rien s'acheter. Une cousine de ma femme, qui était veuve, a vécu avec lui pendant 4 mois. Elle s'est souvent plainte à ma femme qu'il était effectivement sale et qu'il voulait une autre femme de ménage. S'il te plaît, maman, réfléchis grec. Je ne mens pas. L'homme dit la vérité et il a donné son avis à la fille. Maman, pense à ta fille. Je l'aimais beaucoup. Comment peux-tu l'emmener vivre dans un endroit comme cette maison où nous sommes? T'a-t-il dit à quoi ressemblait sa maison? Non, je n'ai pas demandé. Mila était honnête. Je ne pensais pas que ça existait dans les endroits où il n'y a ni électricité ni eau courante. Parce qu'ici, la plupart des maisons sont comme ça. Des latrines extérieures, l'eau des citernes, la lumière des lampes, a expliqué l'homme. Et la maison de Séraphim est sale. Bien sûr que tu peux la nettoyer, mais est-ce ce que tu veux? Tu l'aimes? Je ne l'aime pas. Mila a rapidement clarifié la question. Retourne d'où tu viens. Maman, as-tu l'argent pour y retourner? L'homme le saura. Moi si, a répondu Mila. Toi, maman, tu es indécise, tu ne sais pas si tu dois partir ou revenir, a déduit la fille. Je vous demande d'écouter cet homme. Il n'a aucune raison de mentir. Vivre dans un endroit pareil sera difficile. Ils restèrent silencieux un instant. Ce fut l'homme qui rompit le silence. La pluie semblait cesser et la jeune fille se réveillait.
Il ne faut pas oublier que nous avons un gros problème. Le corps. Je crois que quelqu'un qui l'a tué était là avant nous. À notre arrivée, la personne était déjà partie. Il ne faut pas oublier non plus, observa la jeune femme, que lorsque nous l'avons trouvé, il n'était pas mort depuis longtemps. Le corps n'était pas froid. Je ne voulais pas être mêlée à un scandale. Si cela arrive, je ne serai plus technicienne ni enseignante. Peut-être que de nous tous, je serai la plus touchée. Monsieur, soupira-t-elle. Mais je n'ai tué personne. Bon sang, je me souviens avoir entendu dire que ce Z était soupçonné d'un crime. Vous savez quelque chose à ce sujet? La jeune fille se réveilla, sa mère la prit dans ses bras et l'homme déposa le matelas dans la chambre. Réponds, mon gars. Qu'est-ce que tu sais de ça? Dis-moi, demanda la jeune femme. Rien n'a été prouvé, ni enquêté, se souvint l'homme. Il l'a dit il y a des années, peut-être 4 ans. Dans la ville voisine, celle-ci, il y avait un groupe de jeunes hommes, des garçons, qui semaient toujours le trouble. Ils disaient qu'ils aimaient offenser les enfants. Un matin, le corps de l'un d'eux fut retrouvé mort, poignardé au cou. Ses amis racontèrent qu'il avait dit qu'il allait tourmenter Zi. José Diogo fut interrogé et elle prétendit ne pas avoir vu le jeune homme. L'affaire en resta là. Les enquêtes criminelles sont rares ici. Il se pourrait donc que ce soit un membre de la famille du jeune homme qui se soit vengé, qui ait désiré le jeune homme. Peut-être, mais après tant d'années? Demanda l'homme. On s'attend à une vengeance, argumenta le jeune homme. Jeune homme, observa-t-il. Jeune fille, vous semblez vouloir trouver une issue à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Avez-vous peur? J'ai peur, répondit-il. Il décida de s'expliquer. La corde se rompt du côté le plus faible. Vous ne semblez pas être le plus faible, déduisit la jeune femme. Moi, si, et je dois me répéter, jeune homme. Je ne veux pas être accusé de quelque chose que je n'ai pas fait. Maintenant, ne devrions-nous pas préparer le dîner? Les deux femmes allèrent à la cuisine. L'homme ouvrit la porte donnant sur le porche. Je regarde le ciel, les nuages. On dirait qu'il va cesser de pleuvoir. Je vous conseille de ne pas ouvrir la porte d'entrée. On pourrait être vu de la route. Alors, enlevons nos imperméables, nos parapluies, tout ce que nous possédons sur le porche et laissons la porte verrouillée. Je pense que quand la pluie cessera, la route sera pleine de gens qui vont et viennent. Mieux vaut que personne ne nous voie. On ne sait pas qui est qui ici, et il y a un cadavre. Inutile de rester. Se souvenant, la fille demanda. Il est encore tôt pour préparer le dîner, ce qui est facile. Le mieux, c'est de cuire du maïs et de le manger. Youpi! Je veux du maïs, dit la fille. Elles mangèrent, puis ne savaient plus quoi faire. Les femmes firent chauffer de l'eau, se lavèrent à l'eau chaude, avec une serviette, et se changèrent. Après avoir préparé le dîner, ils préparèrent des œufs brouillés et du riz restant, effilochèrent le poulet, coupèrent les légumes en dés, préparèrent une salade et mangèrent. Ils préparèrent d'abord à manger pour la fille, se partageant équitablement. Ils purent se resservir, et il en restait encore, que le garçon mangea et expliqua. J'ai très faim. Je suis content de manger. Ils fermèrent hermétiquement la maison. La pluie cessa. La fille et la jeune femme se remirent à dessiner, et le garçon dit, j'ai envie de parler. Je voulais me défouler, vous dire, à vous qui êtes des inconnus et pourtant des connaissances. Ma vie peut. L'un se regarda, les yeux hochant la tête. Le garçon commença à raconter. Chapitre 4. Le garçon et la fille ont été arrêtés, s'exclama le garçon. Tous le regardèrent. Mila se rapprocha de sa fille. Le garçon tenta rapidement d'apaiser le malaise qui l'envahissait. Je ne suis pas un meurtrier. J'ai été injustement arrêté, mais pas à ce point. Je n'ai tué personne. La fille continua de dessiner. Dis-moi, ma fille. J'ai demandé un homme. Raconte-moi ta vie. Je viens d'une ville un peu plus grande que celle-ci, toute proche, et pas très loin. Mes parents étaient agriculteurs et avaient 8 enfants. Je crois qu'un autre frère et moi étions, et sommes toujours, considérés comme les mauvais moutons de la famille. Cet autre frère était querelleur et a été assassiné lors d'une bagarre. Mes parents ont souffert.